Nous abordons à présent la deuxième partie du cours consacrée aux recours contentieux devant le juge administratif. Les recours contentieux correspondent aux recours adressés à une juridiction administrative afin que celle-ci les tranche par une décision juridictionnelle. Il s'agit donc de recours juridictionnels qui se distinguent des recours administratifs qui, eux, sont portés devant l'administration. Parmi les recours possibles devant le juge administratif, il convient de distinguer les recours au principal et les référés. Les recours au principal sont ceux qui visent à ce que le juge saisi tranche définitivement le litige. Les référés, quant à eux, sont des voies de recours permettant au requérant d'obtenir d'un juge, dans un délai bref, une décision provisoire et adaptée aux circonstances de fait. Cette deuxième partie sera donc divisée en deux titres, le premier sur les recours devant le juge du principal, le second sur les référés. Titre premier, les recours devant le juge du principal. Le juge du principal est encore appelé le juge du fond. Il est chargé d'apporter une solution définitive sur le fond du litige qui lui est soumis. La particularité du contentieux administratif réside dans le fait qu'il existe, devant le juge du fond, des recours nettement dissociés. Cette distinction est essentielle car à chaque type de recours correspond un régime juridique propre concernant notamment les conditions de recevabilité, la représentation par un avocat, etc. Avant d'envisager les différents recours existants, il faut préciser que depuis le XIXe siècle, la doctrine tente de classer ces recours, mais aucune de ces classifications ne fait l'unanimité. Nous nous bornerons ici à les citer, ces classifications. On trouve la classification formelle d'abord d'Édouard Laferrière, qui classe les régimes en fonction des pouvoirs du juge. La classification matérielle ensuite de Léon Duguy, qui classe les régimes en fonction de la question posée au juge. On trouve aussi des classifications plus modernes, telles que celles développées par Fabrice Melleret dans sa thèse, et qui classent les recours selon qu'ils visent à satisfaire les intérêts de la collectivité ou les intérêts propres des requérants. Pour présenter ces recours, nous n'utiliserons pas l'une de ces grilles. Nous envisagerons dans un premier chapitre les deux recours principaux, le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. Puis nous verrons dans un second chapitre les autres recours. Donc chapitre premier, l'opposition traditionnelle entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux. Ce chapitre contient 3 vidéos, une sur le recours pour excès de pouvoir, une sur le recours de plein contentieux et une troisième sur la porosité de la frontière entre ces deux types de recours. Commençons donc l'étude du recours pour excès de pouvoir. Le REP constitue un recours original qui a été créé par le Conseil d'État au XIXe siècle et qui s'est progressivement établi à côté du recours de pleine juridiction qui correspondait au recours de droit commun. Le REP fait son apparition plus précisément dans les années 1920. Par la suite, il n'a cessé de se développer grâce au Conseil d'État qui a assoupli son régime juridique et également grâce au texte. Par exemple, un décret du 2 novembre 1864 dispense le recours pour excès de pouvoir du ministère d'avocat. Son existence est finalement consacrée par la loi du 24 mai 1872 qui énonce en son article 9 que le Conseil d'État statue souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives. Il faut donner une définition de ce recours pour excès de pouvoir avant d'en présenter les caractères. Donc, premier paragraphe, définition. Le recours pour excès de pouvoir est l'action par laquelle toute personne intéressée demande au juge administratif d'annuler un acte administratif unilatéral en raison de son illégalité. Ce recours est en principe ouvert contre tout acte administratif quel qu'il soit. Il peut s'agir par exemple d'un acte administratif réglementaire ou individuel. Il peut s'agir
de l'acte du président de la République, qui est la plus haute autorité administrative, ou il peut encore s'agir d'un acte d'un fonctionnaire qui se situe au bas de la hiérarchie administrative. Enfin, il peut encore s'agir d'actes qui émanent des collectivités territoriales, des autorités administratives indépendantes ou publiques indépendantes. Le Conseil d'État a d'ailleurs reconnu, sous la forme d'un principe général du droit, la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif unilatéral, même sans texte. Ceci résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 17 février 1950, ministre de l'Agriculture, contre Dame Lamotte. Il serait pourtant inexact de considérer que le recours pour excès de pouvoir est ouvert dans tous les cas. D'abord, nous aurons l'occasion d'y revenir, l'acte administratif doit être décisoire pour pouvoir être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, certains actes, tels que les actes préparatoires, les circulaires non impératives, sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, il existe des matières pour lesquelles, eu égard à la nature du litige, le juge a décidé ou des textes ont prévu que seul un recours de plein contentieux pourrait être présenté contre certains actes administratifs. C'est le cas par exemple pour le contentieux des oppositions au changement de nom, pour le contentieux des édifices menaçant ruine, ou encore pour le contentieux des sanctions administratives. Enfin, pour rappel, le recours pour excès de pouvoir n'est en revanche pas possible contre un contrat administratif, sauf cas particulier des contrats de recrutement d'agents publics, pour lesquels le REP a été admis par l'arrêt du Conseil d'État, Ville de Lisieux, du 30 octobre 1998, et confirmé récemment par l'arrêt Commune d'Aix-en-Provence, du 2 février 2015. Ce périmètre étant tracé, venons-en à l'objet du REP. Le REP vise à obtenir l'annulation d'un acte administratif unilatéral pourvu qu'il soit illégal. Selon la formule célèbre, il s'agit donc d'un procès fait à un acte. L'objet du REP est de contrôler la légalité administrative, c'est-à-dire la légalité des actes de l'administration. Le juge vérifie que l'acte administratif contesté respecte toutes les normes supérieures qui s'imposent à l'administration, étant précisé que le juge se prononce au regard des circonstances de droit et de fait qui prévalaient lors de l'édiction de l'acte. En d'autres termes, le juge se place à la date de la décision pour en apprécier la légalité. Progressivement, le Conseil d'État a déployé son contrôle de légalité. Au contrôle de la légalité externe, de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir, s'est ajouté le contrôle de la matérialité des faits, en vertu d'un arrêt du 14 janvier 1916, l'arrêt Camille. Et également s'est ajouté le contrôle de la qualification juridique des faits, en vertu d'un arrêt du Conseil d'État du 4 avril 1914, l'arrêt Gommel. Autrement dit, le juge contrôle les faits qui ont motivé la décision de l'administration. Par conséquent, le développement du REP a constitué un élément essentiel de la soumission de l'administration au droit et a participé au renforcement de l'état de droit. C'est dans cette perspective qu'il est d'ailleurs dispensé du ministère d'avocat, l'objectif étant de faciliter son exercice. En réalité, la période contemporaine connaît encore ce phénomène de renforcement de l'état de droit par le REP. En effet, le Conseil d'État continue d'élargir son champ. Un exemple récent, celui de l'ouverture du recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit mou. Par ailleurs, l'approfondissement du contrôle se poursuit. Le juge a développé le contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'erreur manifeste d'appréciation, le contrôle de la conventionnalité et de la constitutionnalité des lois, qui en est un autre exemple. Si le contrôle du juge de l'excès de pouvoir est large, son pouvoir à l'égard de l'acte est en revanche limité. En effet, une fois l'acte jugé illégal, le juge administratif ne peut rien faire d'autre que l'annuler. C'est là son seul pouvoir.
Il ne peut donc pas substituer sa décision à celle de l'administration. L'annulation qu'il prononce est toutefois rétroactive, ce qui signifie que l'acte est considéré comme n'ayant jamais existé, et ce en vertu d'un arrêt du Conseil d'État du 26 décembre 1925, l'arrêt Rodière. Venons-en maintenant au caractère du recours pour excès de pouvoir. Grand 2, les caractères du REP. Deux caractères essentiels peuvent être cités. Le REP est d'abord un recours objectif, ce qui signifie que la question posée au juge est une question de légalité, consistant à opérer le contrôle d'un acte par rapport aux divers éléments qui composent la hiérarchie des normes. Il en découle que seuls des moyens de légalité peuvent être invoqués par le requérant à l'appui de son recours. Ceci exclut donc les moyens tirés de l'opportunité. Comme on l'a dit précédemment, les moyens de légalité susceptibles d'être invoqués n'ont cessé de s'étendre au fil des jurisprudences. Par ailleurs, certains contrôles spécifiques ont été créés. Contrôle de proportionnalité d'une mesure de police par rapport à la menace pour l'ordre public. Ceci résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 1933, l'arrêt Benjamin. Autre contrôle spécifique, celui du contrôle de l'adéquation d'une sanction infligée à un fonctionnaire en fonction des faits qui lui sont reprochés. Contrôle issu d'un arrêt du Conseil d'État du 9 juin 1978, l'arrêt Lebon. Ou encore contrôle du bilan coût-avantage pour les opérations d'expropriation. Conseil d'État du 28 mai 1971, Ville-Nouvelle-Est. Or, l'ensemble de ces évolutions ont pour effet de faire reculer le terrain de l'opportunité et d'étendre celui de la légalité. Il résulte également du caractère objectif du recours pour excès de pouvoir que les décisions d'annulation rendues par le juge sont dotées de l'autorité absolue de chose jugée. L'annulation permet de rétablir la légalité, si bien que la disparition de l'acte administratif, de l'ordonnancement juridique, s'impose à l'égard de tous. On dit alors que l'annulation d'un acte, par le juge de l'excès de pouvoir, a un effet erga omnes. Par conséquent, elle constitue un moyen d'ordre public, si bien qu'elle peut être invoquée par tout requérant en cour d'instance, si l'acte annulé est en cause dans le litige. À défaut, le juge saisi doit soulever d'office le moyen. Le caractère objectif du REP a longtemps conduit à considérer que ce recours vise avant tout à défendre la légalité et se détache de la personne du requérant, si bien que celui-ci ne constitue pas une partie au litige. Cependant, cette vision est largement dépassée. Même si le cercle des personnes susceptibles d'intenter un REP contre un acte administratif est large, compte tenu de l'appréciation souple de l'intérêt à agir, le maintien de cette exigence empêche l'action populaire par laquelle n'importe quel administré pourrait contester n'importe quel acte administratif. En outre, l'admission de la tierce opposition dans le cadre du REP, qui permet au tiers à l'instance de contester le jugement, si celui-ci préjudicie à ses droits, montre à contrario que le requérant et l'administration défenderesse constituent bien des parties à l'instance. Deuxième caractère du REP, le REP est ensuite un recours d'ordre public. Cela signifie qu'il n'est pas possible de renoncer à l'exercice du REP. Ainsi, un administré ayant accepté une décision administrative ne perd pas pour autant la possibilité de la contester par un recours pour excès de pouvoir. En outre, si le désistement est possible, le requérant conserve la possibilité de revenir sur son désistement. Enfin, le requérant ne peut pas renoncer au bénéfice de la chose jugée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.